Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc oui, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter les résultats des travaux menés depuis le début de l'année sur la protection du bien-être animal dans l'Union européenne. Il s'agit, comme vous le savez, d'un enjeu grandissant dans notre société que j'ai décidé d'aborder le plus objectivement possible en n'omettant aucune problématique et surtout en formulant des propositions concrètes et pragmatiques dont les plus importantes sont contenues dans la proposition de résolution européenne qui vous est soumise. Il convient tout d'abord de définir ce sur quoi nous allons échanger. La définition du bien-être animal qui fait désormais consensus est celle de l'ANSES, qui la définit comme l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. L'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fait du bien-être animal une exigence de certaines politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'agriculture, les transports et la recherche, justifiant donc de l'examen de cet enjeu par notre commission. Il faut d'abord bien noter que le bien-être animal touche à de nombreux domaines pour lesquels l'Union européenne a souvent agi très tôt. Le rapport s'articule autour de 4 thématiques majeures: les animaux d'élevage, les animaux utilisés à des fins scientifiques, les animaux de compagnie et les animaux d'élevage, sauvages. Avant de préciser le travail réalisé sur ces 4 thématiques, je me propose de vous synthétiser les idées générales qui sont ressorties de nos auditions. La première idée, c'est que l'Union européenne dispose d'une législation avancée, faisant de sa réglementation l'une des plus strictes au monde, en particulier pour l'élevage, le transport, l'abattage d'animaux, ainsi que pour l'expérimentation scientifique. Aujourd'hui, on comptabilise une quinzaine de règlements et de directives. En outre, l'Union s'est dotée en 2012 d'une stratégie globale sur le bien-être animal qui est arrivée à échéance en 2015, qui n'est pas renouvelée pour l'heure, mais qui est en cours d'évaluation. La deuxième idée, c'est que l'échelon européen apparaît pertinent pour traiter du bien-être animal, étant donné l'existence du marché unique, pour garantir à la fois une concurrence loyale entre les acteurs économiques et assurer le bien-être animal dans des secteurs qui vont être par essence transnationaux, comme le transport, ou ayant des enjeux similaires dans les États membres et assurant la compétitivité des secteurs comme l'agriculture et la recherche. La troisième idée, la législation européenne sur le bien-être animal peine pourtant à trouver sa pleine efficacité pour 3 raisons principalement. La première, la législation, elle reste lacunaire parce que 4 espèces bénéficient de normes particulières. Ce sont les veaux, les porcs, les poules pondeuses et les poulets de chair, mais de nombreuses espèces ne disposent d'aucune protection juridique pour assurer leur bien-être. Ça va être le cas des lapins, des vaches laitières, des daims, des canards, de l'ensemble des poissons, alors qu'ils représentent pourtant en nombre une proportion importante des animaux élevés. Le panel d'espèces animales protégées par le droit européen reste donc très incomplet, ce qui mine l'efficacité globale des normes établies. La deuxième raison, c'est que la législation, elle est peu actualisée. Beaucoup de règlements et de directives datent d'un certain nombre d'années, par exemple celle sur les animaux d'élevage qui date de 1998. Et entre-temps, on a eu des avancées scientifiques, notamment l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui rend des avis très régulièrement, qui a rendu notamment récemment un avis sur les lapins en cage. Et ça, ces avancées scientifiques ne sont pas prises en compte puisque la législation est peu actualisée. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il y a d'importantes difficultés d'application. On constate un manque structurel de coopération, mais ça, on le voit dans les différentes matières qu'on a à étudier au niveau européen entre les États membres. Un manque de contrôle sur les normes. Les normes existent, mais il n'y a pas de contrôle, donc au final, on les applique pas. Ça ne change pas grand-chose. Donc lorsque la législation existe, elle n'est que très partiellement utilisée. C'est le cas de la politique agricole commune, je reviendrai tout de suite après dessus, où la législation n'est pas appliquée. En France, c'est notamment le cas de la directive transport qui pose beaucoup de problèmes, mais aussi au niveau européen. La codectomie chez les porcs, où encore aujourd'hui 99% des porcs subissent cette pratique alors qu'elle est en principe interdite, ou encore la directive oiseaux, où la France est de manière récurrente soumise à des rappels à l'ordre de la Commission européenne. Alors, concernant les animaux d'élevage plus particulièrement, c'est un enjeu absolument majeur pour le bien-être animal.
D'une part, étant donné le nombre d'animaux élevés chaque année, et d'autre part, l'existence d'un haut niveau de bien-être animal qui va participer directement à la qualité des produits et donc à la valorisation du travail des agriculteurs, qui est une question qui nous occupe régulièrement. Alors qu'il pourrait être un puissant levier de soutien à l'agriculture européenne, le bien-être animal reste le grand absent de la politique agricole commune. En effet, la conditionnalité des aides du premier pilier, c'est-à-dire les règles minimales en matière de bien-être animal à respecter afin de percevoir les aides de la PAC, ne vont pas s'appliquer aux petits agriculteurs et ne couvrent pas toutes les normes de bien-être animal. Ainsi, aujourd'hui, 55% des élevages sont concernés par cette conditionnalité, c'est-à-dire que les autres agriculteurs reçoivent les aides sans pour autant devoir justifier d'appliquer les normes. Quant au second pilier, celui du développement rural, il ne comprend qu'une seule mesure directement liée au bien-être animal, la mesure 14. Celle-ci est utilisée par 18 États membres de l'Union européenne, mais la France a décidé de ne pas l'utiliser pour l'instant. Seul 1,5% des dépenses du second pilier, on ne parle pas du premier pilier, on parle du second pilier sur le développement rural, est alors consacré au bien-être animal. Ainsi, la PAC doit pouvoir aider de façon beaucoup plus incitative, au travers du second pilier, les agriculteurs à financer leur transition vers des exploitations plus respectueuses du bien-être animal. Je pense que c'est une opportunité de se tourner davantage vers une agriculture de qualité qui va mieux valoriser le travail des éleveurs. Plusieurs dispositifs pourraient être sollicités. Notamment les aides couplées avec des critères renforcés, notamment l'accès au pâturage. De tels critères, en plus, on a la chance d'avoir en France une agriculture française qui va beaucoup dans le pâturage. Donc, ça serait une force, ça permettrait de renforcer notre agriculture. La mesure 14, dont je vous parlais juste avant, permet d'assurer la compensation des coûts occasionnés par une pratique favorisant le bien-être animal, ou encore les futurs éco-schèmes du premier pilier prévus dans le cadre de la réforme de la PAC post-2020, qui permettront de verser des aides aux agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques bénéfiques à la fois pour l'environnement et le bien-être animal. Bien sûr, si nous sommes exigeants avec la façon dont doit être élevé un animal de rente en Europe, nous avons aussi, nous, le devoir de faire de même dans les accords commerciaux que nous concluons en demandant la réciprocité de telles règles afin de protéger notre agriculture. Ensuite, le rapport s'attarde sur les conditions de transport des animaux vivants dont le nombre est en hausse. Il existe un règlement européen qui va fixer les conditions de transport, mais il ne pose aucune limite stricte de durée. Seules des séquences sont prévues, mais ces séquences peuvent être renouvelées indéfiniment. Une telle limite, donc, dans la durée devrait être fixée, notamment en tenant compte de l'espèce et aussi de la situation, c'est-à-dire qu'un animal non sevré a peut-être d'autres besoins. Une femelle en gestation aux 2/3 a peut-être d'autres besoins, et toujours en s'appuyant sur des recommandations scientifiques. Plusieurs rapports, d'ailleurs, de la Commission européenne notent des obligations qui sont souvent enfreintes, en particulier concernant les obligations de repos et d'approvisionnement en eau et en nourriture. Pour assurer l'efficacité des contrôles, le rapport préconise d'améliorer le système TRACE en renforçant les données collectées lors du transport, notamment par voie maritime, et en permettant aux autorités de contrôle des États membres d'accéder à l'intégralité des données. Le rapport développe également la question de l'abattage et propose de financer beaucoup plus massivement au niveau européen les investissements dans les abattoirs, surtout au poste d'abattage, puisque selon l'Ordre des vétérinaires, aujourd'hui, 20% des animaux subissent un étourdissement raté, ils sont donc pleinement conscients lors de la jugulation. Le rapport demande également de mettre en place une procédure visant à vérifier le bien-fondé de l'utilisation de la dérogation permettant un abattage sans étourdissement. Rappelons le principe, aujourd'hui, il faut un étourdissement avant abattage et une dérogation est permise pour respecter les exigences des différents cultes. Aujourd'hui, pourtant, aucun suivi précis du nombre d'abattages sans étourdissement n'est effectué par l'État. On a demandé des chiffres, on n'a reçu aucun chiffre, alors qu'il s'agit d'une dérogation et donc à ce titre, il faudrait qu'elle soit contrôlée. Un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux de 2011 indique un chiffre de 51% d'abattage rituel en France, mais
je n'ai pas de données plus récentes à vous communiquer. Enfin, il me paraît nécessaire de soutenir la mise en place à l'échelle européenne d'un étiquetage obligatoire sur les produits d'origine animale, indiquant le niveau de bien-être animal aux consommateurs. Mise en place déjà dans différents États de l'Union européenne, cet étiquetage fait partie des priorités de la présidence allemande de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, et aussi déjà prévu dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table présentée en mai dernier par la Commission européenne. Donc c'est un sujet qui est amené à évoluer dans les prochains mois. Concernant les animaux utilisés à des fins scientifiques. Donc les animaux utilisés à des fins scientifiques sont également protégés dans une directive qui a été actualisée en 2010. En 2017, 9,4 millions d'animaux ont été utilisés en Europe pour la recherche. Cette directive met le principe dit des 3 R en place, qui correspond aux objectifs à la fois de remplacement, de réduction et de raffinement. Vous pouvez voir à quoi ça correspond sur la présentation. Cette directive fixe aussi des objectifs de réduction du nombre d'animaux utilisés. Pour l'instant, on a un nombre d'animaux utilisés qui stagne, il ne baisse pas malgré que la directive soit mise en vigueur depuis 10 ans. On explique cela notamment du fait d'un investissement très insuffisant dans les méthodes dites réellement les méthodes alternatives qui visent en fait totalement à ne plus utiliser d'animaux. Pourtant, l'Union européenne dispose d'un centre de validation des méthodes expérimentales appelé l'EGVAM, mais celui-ci n'a qu'un budget très limité qui est en plus réduit avec le temps. Le rapport propose donc de financer davantage la recherche sur les nouvelles méthodes. Alors, il y a différentes méthodes qui existent. On a sur la création d'organoïdes, la recherche sur les cellules, l'imagerie médicale en bioluminescence, l'intelligence artificielle qui peut être aussi un recours, dans un souci certes de protection du bien-être animal, mais aussi de compétitivité des entreprises et des laboratoires pharmaceutiques qui ont besoin d'avoir des méthodes sûres. Concernant les animaux de compagnie, la situation est également étudiée dans le rapport puisqu'ils font l'objet d'un trafic persistant au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 50 000 à 100 000 chiots qui entreraient illégalement en France chaque année. On a une législation européenne qui est très éclatée en la matière et on ne parvient pas à endiguer durablement ce trafic très lucratif. En plus des atteintes évidentes que cela fait peser sur les animaux élevés, transportés dans des conditions qui sont déplorables, cela représente également un risque sanitaire majeur. En effet, ces animaux, en particulier les chiens, ne sont pas vaccinés ou l'ont été juste avant leur arrivée en France. Et donc, on constate une résurgence de maladies, notamment la rage. Il paraît donc désormais urgent de créer un système européen d'identification géographique et d'enregistrement obligatoire des chiens et des chats afin d'assurer une traçabilité des animaux tout en rendant plus efficaces les contrôles. C'est ce que notamment nous demandait la douane. Soutenu par une instance européenne qui pourra gérer les données issues des puces, ce système d'identification permettra aussi de responsabiliser davantage les plateformes en ligne qui se disent de bonne volonté, mais aujourd'hui, simplement, l'État ne leur donne pas les moyens de vérifier, donc elles se retrouvent en porte-à-faux. Enfin, concernant les animaux sauvages, comme je vous disais en introduction, les animaux sauvages ne sont presque pas pris en compte dans la législation européenne. La législation se concentre sur la protection des habitats et sur la régulation des périodes de chasse. Il y a notamment 4 questions qui me paraissent centrales et qui ne sont pas assez aujourd'hui abordées dans la réglementation européenne, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, des chiffres sont sortis il y a peu, 2/3 de la faune sauvage a disparu en 50 ans. Concernant la première question sur les trafics d'animaux sauvages, il y a certes une réglementation internationale, une convention qu'on appelle la CITES. Pourtant, le trafic d'ivoire a fortement augmenté sur la période récente, conduisant à ce qu'on estime que 75% des pièces achetées en Europe n'auraient pas dû être autorisées à la vente. Donc en gros, la législation européenne, finalement, étant lacunaire, elle permet que le trafic et notamment le braconnage d'éléphants perdure, notamment donc en Afrique. 5 des 27 États membres prohibent totalement le commerce d'ivoire à l'état brut aujourd'hui. C'est le cas de la France et je pense que c'est tout à notre honneur. Mais pour être effective, cette interdiction devrait s'appliquer à toute l'Union européenne. De même pour le trafic d'ailerons de requins, qui est également massif, donc la chasse de certaines espèces est interdite. Par contre, reste autorisée la vente de produits issus d'animaux protégés. Donc,
De la même façon, aujourd'hui, la réglementation n'est pas efficace. La deuxième problématique est celle des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums. Les organisations de vétérinaires ont clairement établi que leur présence dans ces structures entraînait, je cite, l'impossibilité absolue de répondre à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociétaux. Or, plusieurs milliers d'animaux sont aujourd'hui présents dans les quelques 300 cirques européens. S'il n'existe aucune législation spécifique à l'échelle européenne, 23 États membres ont pris l'initiative soit d'interdire ou de réguler fortement cette activité. La France, aujourd'hui, n'a pris aucune disposition. Il nous paraît donc désormais nécessaire d'y remédier, notamment pour des raisons de sécurité, parce que de la même façon, on n'a aucune traçabilité des animaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien il y a de lions, d'éléphants en France. Ça me semble quand même dangereux. Et aussi au niveau sanitaire, toujours avec les zoonoses dont on subit encore les conséquences aujourd'hui de ne pas prendre les mesures nécessaires pour y remédier. La troisième question est bien entendu celle de la chasse et de la pêche. Pour exemple, j'en parlais en introduction, si la directive oiseaux porte des objectifs très ambitieux, elle est minée par différentes dérogations dont certains États, et en particulier la France, font particulièrement usage. La France est ainsi régulièrement sous le coup de mise en demeure de la Commission européenne, la dernière datant de juillet 2019 et portant en particulier sur la chasse à la glu. La France fait également un usage abusif de la clause dérogatoire à la chasse d'espèces d'oiseaux sauvages. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, à chaque fois, c'est la Commission européenne, puisqu'en autorisant la chasse de 64 espèces différentes, donc pour vous donner une idée, c'est un nombre 2 fois supérieur à la moyenne européenne. Et sur ces 64 espèces aujourd'hui qu'on peut chasser en France, une vingtaine est en danger. Concernant la pêche, malgré le fait que la pêche volontaire, comme je vous le disais, de certaines espèces est interdite, à l'instar des requins renards, 35 tonnes de cette espèce auraient été pêchées en 2018 dans le golfe de Gascogne, puisqu'il reste possible en fait de commercialiser les requins renards quand c'est une prise accessoire ou accidentelle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle pour savoir si c'est une prise accessoire ou non. Donc, c'est comme si le commerce restait possible et la pêche également, malgré le fait que cette espèce soit menacée. Même constat pour l'échouage de dauphins sur l'année 2019. 1200 cétacés ont échoué sur les côtes françaises. Dans 95% des cas, il a pu être établi que c'était suite à des prises de pêche. D'ailleurs, la Commission européenne a expressément demandé récemment à la France de mettre en œuvre les mesures requises par la directive Habitat et par la politique commune de la pêche afin d'éviter les prises accessoires de dauphins et marsouins par les navires de pêche. Au-delà d'assurer la réglementation, le respect de la réglementation, ce qui semble être le minimum requis, le rapport préconise donc d'investir davantage, encore une fois, dans la recherche. Le but n'est pas de pénaliser les pêcheurs, mais de les aider en investissant. Notamment, on a les pingers, qui sont des boîtiers qui permettent en fait d'éloigner les dauphins et marsouins. Aujourd'hui, les pêcheurs qu'on a pu rencontrer sont en demande justement qu'on les aide dans la recherche à trouver des nouveaux moyens d'éloigner les mammifères. La dernière question est celle des animaux exotiques utilisés comme animaux de compagnie, pratique de plus en plus répandue en Europe. Les organisations de vétérinaires s'en inquiètent fortement, en particulier pour le bien-être des animaux et encore une fois pour des risques sanitaires, notamment les zoonoses. Pour y remédier, pourtant, on a une solution toute simple qu'on a pu trouver lors des auditions. Aujourd'hui, en fait, on a une liste négative des animaux à importer. Il suffirait d'avoir une liste positive pour éviter d'avoir des trous dans la raquette. Voilà. Pour conclure, mes chers collègues, vous constatez à quel point ce sujet est aussi important que vaste. Ce rapport contient une centaine de propositions pour améliorer le bien-être animal. Il s'agit en grande majorité de mesures incitatives et non pas punitives. Le but est d'accompagner les acteurs économiques et j'ai mis un point d'orgue à consulter les acteurs économiques dans nos auditions et de mesures souhaitant confier également plus de pouvoir au comité scientifique de l'Union européenne. On a l'EFSA qui fait un travail très important, on a des centres européens de référence qui sont en train d'être mis en place et avec des professionnels qui sont fortement impliqués. Le bien-être animal, je pense, ne doit plus être vu comme une contrainte, mais comme une opportunité pour les acteurs économiques comme pour notre projet de société.
L'Union européenne dispose d'une législation exigeante, vous l'avez compris. Toutefois, dans de nombreux domaines, nous déplorons le manque de volonté de certains États, et notamment de la France, comme je vous le disais, notamment pour les animaux sauvages, pour les transports. L'objet de la proposition de résolution européenne qui vous est à présent soumise est d'apporter des réponses aux nombreux défauts d'application de la réglementation et des lacunes identifiées. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup,